Le grand salon du domaine de Senneville était plein de monde ce matin d'avril, et Agathe Morel tendait la main vers la plume quand elle sentit les doigts de Rosalie se poser sur son poignet, pas pour la retenir, juste pour l'arrêter une seconde. 30 invités regardaient. Le vieux-duc était dans son fauteuil au fond de la pièce, les yeux mi-clos, immobile comme une chose que le temps a fini de mouvoir. Raphaël se tenait debout à côté de la table, souriant encore, les mains croisées dans le dos. Et il attendait que la femme qu'il aimait signe son nom sur le parchemin ouvert devant elle. Rosalie se pencha très près de l'oreille d'Agathe, et ce qu'elle dit tenait en 6 mots, prononcés si bas que seule Agathe les entendit. « Ne signe pas, c'est un piège. » Agathe ne retira pas sa main immédiatement. Elle laissa ses yeux descendre vers le bas de la page. Vers la dernière ligne, celle qu'elle n'avait pas lue, parce que personne ne lui avait dit qu'il fallait lire jusqu'à la dernière ligne. Elle lut, et puis, parce qu'elle était la fille de Gaspard Morel, et qu'elle avait appris de lui que les mots comptaient deviennent des chaînes. Elle lut cette ligne à voix haute, devant les 30 invités, devant le vieux-duc, devant Raphaël. L'épouse conservera la charge d'herboriste du domaine, sans rémunération pour la durée du mariage. Sa voix ne tremblait pas. C'était ce qui frappa d'abord, pas le contenu de la clause, mais le calme avec lequel elle l'avait prononcée, comme si elle lisait un inventaire de semences. Le silence qui suivit fut du genre qui occupe l'espace jusqu'au mur. 30 pères Dieu se tournèrent vers le vieux-duc. Il ne bougea pas. Il n'avait pas bougé depuis qu'on l'avait installé dans ce fauteuil 2 heures plus tôt. Et il ne bougea pas davantage maintenant, comme si cette clause n'était qu'une ligne parmi d'autres, comme si le monde pouvait continuer de tourner sur cet axe-là. Ce fut Raphaël qui bougea. Agathe l'entendit faire un pas vers elle et elle se tourna vers lui. Et ce qu'elle vit sur son visage lui apprit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il blêmissait. Pas de honte, de stupeur. Il lisait la clause lui-même maintenant, les yeux sur le parchemin, et elle comprit qu'il la découvrait en même temps que les invités, en même temps qu'elle. Il ne savait pas. Ce détail-là ne changea rien à ce qu'elle fit ensuite. Elle reposa la plume sur la table. Le geste était précis, sans colère apparente, le même geste qu'elle faisait quand elle posait un scalpel après avoir terminé une dissection. Elle se redressa et s'adressa à la pièce entière, sans élever la voix. « Je ne signerai pas un contrat qui transforme mon travail en servitude. » Puis elle sortit par la porte du jardin. Ce n'était pas une fuite. On fuit quand on a peur. Agathe Morel n'avait pas peur. Elle refusait, ce qui est une chose entièrement différente. Et la distinction était visible dans la façon dont elle marchait. Derrière elle, le murmure des 30 invités s'éleva comme de la vapeur. Maître Fèvre, le notaire, ramassa le parchemin avec les gestes de quelqu'un qui range un objet compromettant. Madame Blanchard, la gouvernante, se tourna vers la fenêtre. Rosalie ne bougea pas du tout. Elle resta debout près de la table où la plume était posée, les mains croisées devant elle. Et son visage ne disait rien que les domestiques n'avaient pas le droit de dire dans cette maison. Raphaël s'approcha de son père. Il se pencha vers lui et dit très bas, « Vous avez dicté cette clause. » Le vieux-duc tourna la tête vers lui avec la lenteur d'un homme qui a depuis longtemps cessé de se justifier. Il ne répondit pas. Ce silence-là non plus ne ressemblait pas à de la honte. Il ressemblait à de la conviction, à la certitude tranquille d'un homme qui a décidé, une fois pour toutes, que certaines dettes ne se nomment pas. Raphaël se redressa. Il chercha Fèvre des yeux. Puis Chardin, l'intendant du domaine, qui se tenait contre le mur du fond depuis le début de la cérémonie, les bras croisés, le visage fermé comme une porte verrouillée. Raphaël regarda Chardin 1 seconde, 2 secondes, et quelque chose dans ce regard changea. Ce n'était plus de la stupeur, c'était le début d'une question. « Venez avec moi »,
dit-il à Fèvre et à Chardin. Il sortit par la porte intérieure vers l'antichambre et ils le suivirent. Pour comprendre ce qui s'était passé dans ce salon ce matin d'avril, il faut reculer de 18 mois, jusqu'au jour où Raphaël de Senneville était entré dans l'herbier pour la première fois et avait trouvé une femme à genoux dans la terre. Agathe Morel transplantait de la sauge. Elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir, ou peut-être qu'elle l'avait entendue et avait choisi de ne pas se lever, parce qu'on ne laisse pas des racines exposées à l'air plus longtemps que nécessaire, pour des raisons de protocole. Raphaël s'était arrêté à l'entrée. Il avait l'habitude des gens qui se levaient quand il entrait dans une pièce. Les domestiques, les fermiers, les fournisseurs, même les voisins qui avaient 20 ans de plus que lui. Agathe ne s'était pas levée. Elle avait dit, sans se retourner, « Si vous venez voir les remèdes du duc, ils sont sur l'étagère du fond. Si vous venez pour autre chose, attendez que j'ai fini. » Raphaël avait attendu, et puis, et c'était cela que ni lui ni elle n'avaient bien su expliquer par la suite, il s'était accroupi à côté d'elle. Pas derrière elle, pas à distance respectable. À côté, dans la terre, à 20 centimètres, et il avait regardé ses mains travailler. Elle avait nommé la plante sans qu'il demande Salvia officinalis, la sauge officinale. Les gens d'ici l'appellent la sauge des jardins. Mais son vrai nom lui vient du latin salvar, sauver. Elle avait tapé la terre autour de la racine avec la paume. Votre père en prend en infusion depuis 6 mois. Ça régule son cœur. Raphaël n'avait rien dit pendant un moment. L'odeur de la terre mouillée et de la sauge était dense dans l'air de l'herbier. Puis il avait demandé « Est-ce que ça marche ?»« Ça ralentit, ça ne guérit pas, mais ça lui donne du temps. » Ce fut la première conversation. Il y en eut beaucoup d'autres, dans l'herbier, dans les allées du domaine, une fois dans la bibliothèque, quand la pluie les avait surpris tous les deux, avec des brassées de plantes séchées à inventorier. Raphaël découvrit qu'Agathe nommait chaque chose par son nom exact, qu'elle ne simplifiait pas pour lui faire plaisir, qu'elle corrigeait ses erreurs sans s'excuser de les avoir signalées. C'était une expérience nouvelle. Il avait grandi dans une maison où personne ne le corrigeait. Il y avait eu un dîner, 6 mois après son arrivée. Un voisin, M. Aubert, propriétaire de terre à l'est du domaine, avait commenté, en se servant du rôti, que les filles d'apothicaires faisaient de curieuses convives pour une table de cette qualité. Agathe avait levé les yeux de son assiette et regardé Aubert sans rien dire. Raphaël avait continué de parler comme si de rien n'était. Mais il s'était tourné vers Agathe et lui avait demandé distinctement, devant toute la table, « Mademoiselle Morel, quel est le nom latin de la plante que vous m'avez montrée hier, celle pour les calculs biliaires ?» Agathe avait répondu « Chelidonium majus, la grande chélidoine. » Et Raphaël avait dit à Aubert « Elle soigne les calculs biliaires. Vous devriez vous renseigner. » Aubert n'avait plus ouvert la bouche de la soirée. C'était comme ça que les 18 mois s'étaient passés. Lui qui regardait, elle qui travaillait. Et entre eux, une accumulation silencieuse de moments où il avait choisi de se mettre à son niveau plutôt que de rester debout au-dessus. Il lui avait demandé sa main un soir de mars, dans l'herbier, debout cette fois, mais sans cérémonie, sans les formules habituelles, sans le discours préparé. Il avait dit « Je voudrais vous épouser. Pas le domaine, pas l'herboriste, vous, Agathe Morel. » Elle avait regardé ses mains, qui étaient tachées de pigments verts ce soir-là comme la plupart des soirs, et elle avait dit oui. Il ne savait pas que son père avait dicté une clause supplémentaire à Fèvre la veille au soir. L'antichambre donnait sur le couloir de service. Raphaël ferma la porte derrière eux et se tourna vers Fèvre et Chardin. Fèvre avait posé le contrat sur la console et regardait ses propres mains avec l'expression d'un homme qui cherche où mettre la responsabilité qu'il tient.
Qui a dicté cette clause ? Demanda Raphaël. Fèvre répondit sans lever les yeux. Monsieur le duc, hier soir, il m'a convoqué à 10 heures. Il m'a demandé d'ajouter la ligne avant la signature. Hier soir. Raphaël répéta ces 2 mots lentement, comme s'il les pesait. Après la dernière relecture. Oui, monsieur. Raphaël se tourna vers Chardin. Chardin était un homme de 50 ans, carré, avec des mains habituées aux registres et aux clés, et un visage qui donnait rarement quelque chose. Il ne donna rien maintenant non plus. C'est un arrangement de famille, dit Chardin. Votre père voulait s'assurer que le domaine garde son herboriste. Dans les circonstances, c'est une précaution raisonnable. Raphaël le regarda. Mon père voulait s'assurer qu'elle ne puisse pas partir. Ce n'est pas la même chose. La distinction est fine. Non, elle ne l'est pas. Raphaël fit un pas vers lui. Une précaution de domaine, ça se discute. Une clause qui transforme le travail d'une femme en condition de son mariage, ça s'appelle autrement. Qui d'autre savait que cette ligne avait été ajoutée ? Chardin hésita une fraction de seconde, assez pour que Raphaël le voie. Personne. C'est une formalité. Fèvre l'a rédigée, le duc l'a approuvée. C'est à ce moment que Rosalie parla depuis le seuil. Elle s'était approchée sans bruit, comme elle avait l'habitude de le faire, et personne ne l'avait entendue. « J'étais à l'office hier soir, » dit Rosalie. La porte donnait sur le couloir. Elle était ouverte. J'ai entendu monsieur le duc dicter à Fèvre. Et j'ai entendu monsieur Chardin approuver. Ce qui suivit n'était pas le silence de la surprise. C'était celui d'un homme qui vient d'être pris, un silence tendu comme une corde trop serrée, qui ne peut que rompre. Chardin se redressa. Une servante qui prétend avoir entendu une conversation privée. Taisez-vous. Raphaël avait dit ça sans élever la voix, et c'est peut-être pour ça que ça avait eu l'effet d'un coup. Chardin se tut. Raphaël prit le contrat sur la console. Il le tint une seconde, le regarda, et le posa face contre la surface du bois. « Je ne signe pas. » Il se dirigea vers la porte du jardin. « Et je vais chercher Agathe. » Il la trouva dans l'herbier. Elle n'avait pas arrêté de travailler. La distillation était en cours. La flamme sous l'alambic, la vapeur qui montait par le col, le liquide qui tombait goutte à goutte dans le flacon. Agathe était penchée sur la table, en train de noter quelque chose dans son cahier. Et elle ne leva pas les yeux quand Raphaël entra. Il s'arrêta à l'entrée, comme 18 mois plus tôt, et il attendit. « Tu n'as pas arrêté, » dit-il. La distillation ne s'arrête pas parce qu'il y a un problème dans le salon. Raphaël entra. Il s'approcha de la table et s'assit sur le tabouret en face d'elle, de l'autre côté de l'alambic. La vapeur montait entre eux. « Pourquoi as-tu lu la clause à voix haute » demanda-t-il. Devant tout le monde. « Tu aurais pu me la montrer, me parler en dehors de la salle ?» Agathe posa sa plume. Elle le regarda. « Parce que si je l'avais lu en silence et que j'étais partie, on aurait dit que j'étais folle. Ma mère disait la vérité et on la traitait de plaignarde. Mon père disait la vérité et on le payait en retard, ou pas du tout. Les gens comme nous, quand on se tait, on a tort. Quand on parle, on a tort. Alors, autant parler devant témoins. » Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il regardait l'alambic, le liquide qui s'accumulait dans le flacon. « Je ne savais pas, » dit-il enfin. « La clause. Je ne l'avais pas lue. Je sais. Et ça ne change rien pour toi. Ça change que tu n'es pas l'ennemi. » Elle reprit sa plume. « Mais ça ne change pas ce qui est écrit. » La porte de l'herbier s'ouvrit. Chardin entra sans frapper. Il ne regarda pas Raphaël. Il regarda Agathe et il parla sur le ton de quelqu'un qui propose une transaction commerciale ordinaire. « Non.
Mademoiselle Morel, le domaine peut vous offrir une compensation. De quoi vous établir ailleurs. Élevez l'enfant dans de bonnes conditions. Personne n'a besoin de... Finissez votre phrase, dit Agathe. Chardin s'arrêta. Personne n'a besoin de savoir quoi, monsieur Chardin? Elle avait posé sa plume à nouveau, et sa voix était parfaitement calme. Que le duc de Senneville doit la vie à mon père et qu'il ne l'a jamais payée. Le visage de Chardin changea. Ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de plus vieux que ça. Quelque chose qui ressemblait à une peur qu'on a appris à tenir à distance pendant 20 ans et qui revient d'un coup. Raphaël s'était levé. Il regardait Chardin. Vous le saviez. La dette. Depuis combien de temps? Chardin ne répondit pas. Depuis combien de temps? Répéta Raphaël. Chardin laissa tomber le mot comme une pierre dans l'eau. 20 ans. La vapeur de l'alambic continuait de monter entre eux. Agathe referma son cahier. Mon père s'appelait Gaspard Morel, dit-elle. Il était apothicaire à Lyon. Il a été appelé au domaine en 1793, parce que le duc était mourant et que les médecins ne savaient pas quoi faire. Mon père a fait un cataplasme de digital. Le duc a survécu. Et mon père est rentré à Lyon sans avoir été payé, parce qu'on ne paye pas un apothicaire de la même façon qu'un médecin, et parce que certaines personnes trouvent de plus commode de ne pas devoir la vie à quelqu'un qui vend des plantes. Elle se leva. Mon père est mort il y a 3 ans. La dette n'a jamais été nommée. Et maintenant son nom est dans mon contrat de mariage. Mais pas comme on nomme une dette, comme on nomme une propriété. Raphaël se tourna vers Chardin. « Sortez !» Chardin sortit. Raphaël resta debout un moment, les mains le long du corps. Puis il dit « Je vais annuler le contrat. »« Je sais que tu vas l'annuler, » dit Agathe. « Ce n'est pas suffisant. » Il la regarda. « On aime. La dette sera nommée à voix haute, pas par toi, par ton père, avant qu'il meure. » Ce soir-là, Agathe distillait encore quand Raphaël revint à l'herbier. Il était tard. La lumière des bougies faisait danser les ombres sur les étagères de plantes séchées et la vapeur de l'alambic donnait à l'air une densité de brume matinale. Elle avait les mains tachées de pigments verts, comme souvent. Les doigts, les poignets, la ligne intérieure du poignet jusqu'à la paume. Il s'approcha de la table et prit sa main. Pas pour la guider, pas pour l'arrêter. Il la tint dans les siennes et la regarda. Les traces vertes, la ligne précise où le pigment finissait et la peau commençait, comme une frontière tracée par le travail. « Tu portes ton travail sur la peau, » dit-il. « Ça part à l'eau chaude. » Je ne disais pas que c'était un problème. Il traça du bout du doigt la ligne où le verre finissait. Elle laissa sa main dans la sienne sans la retirer. « Ma condition tient, » dit-elle. « Tient. Je sais. Je vais lui parler. Il ne dira rien s'il ne le veut pas. Peut-être. Mais je vais lui parler quand même. » Elle retira sa main doucement et retourna à son travail. Raphaël ne partit pas. Il s'assit de l'autre côté de la table, les bras croisés sur le bois, et il regarda la vapeur monter. Il resta ainsi 20 minutes sans parler, et Agathe travailla sans lui demander de partir. Ce fut elle qui parla la première. « Tu distilles quand tu as peur, » dit-il. Elle corrigea. « Tu regardes quand tu ne sais pas quoi dire. » Il laissa passer un instant. « Oui, » dit-il. Quelque chose avait changé dans cette pièce ce soir-là. Pas entre eux, mais en lui. Raphaël de Senneville, assis sur un tabouret dans l'herbier à minuit, comprenait pour la première fois que l'honnêteté personnelle n'était pas suffisante. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas su. Mais le domaine fonctionnait, les comptes étaient tenus, et les dettes, certaines dettes, restaient invisibles, parce que personne ne les cherchait. Il avait grandi dans cette maison-là. Il en avait bénéficié. Et cette nuit, pour la première fois,
Il choisissait de se mettre du côté d'Agathe plutôt que du côté du nom qu'il portait. Les jours qui suivirent, Chardin ne resta pas sans agir. Raphaël trouva le bureau de Fèvre ouvert un matin, le tiroir du bas forcé. Le brouillon du contrat, celui qui portait les corrections marginales, celle où on pouvait lire l'écriture du vieux duc en marge, les ajouts de la veille au soir, avaient disparu. Raphaël fit chercher Chardin. Chardin dit qu'il ne savait pas de quel brouillon il parlait. Mais quand Raphaël passa devant le bureau de l'intendant cet après-midi-là et que la porte était entr'ouverte, il vit le coin du parchemin qui dépassait sous le registre de compte. Il entra. Il prit le brouillon. Il le lut. L'écriture du vieux duc était dans la marge droite, à côté de la dernière ligne. Les mêmes mots, la même main tremblante, que sur tous les documents que son père avait signés ces 2 dernières années. Il rangea le brouillon dans sa veste. Chardin, pendant ce temps, avait écrit à 2 familles voisines. Agathe ne le sut pas tout de suite. C'est Rosalie qui lui rapporta, une semaine après, que Madame Aubert avait dit à Madame Blanchard que l'herboriste avait refusé le mariage sans raison valable et qu'on parlait d'une instabilité de caractère. Agathe écouta Rosalie, rangea les feuilles de mélisse qu'elle était en train de trier et dit « Merci ». Elle ne demanda pas ce qu'on pouvait faire contre ça. Elle savait qu'on ne pouvait rien. Pas encore. La grossesse, à 3 mois, commençait à se voir sous les robes droites qu'elle portait pour travailler. Madame Blanchard avait posé la question à Rosalie dans le couloir de service. Pas méchamment, mais avec cette façon qu'ont les femmes de certaines positions de poser des questions qui ne sont pas vraiment des questions. Les regards dans le domaine avaient changé. Pas tous, Rosalie ne changeait pas, Fèvre non plus. Et le vieux jardinier continuait de la saluer chaque matin, comme si rien ne s'était passé. Mais les autres regardaient différemment, avec cette légère retenue des gens qui ne savent pas encore dans quel camp il faut se mettre. Agathe continuait de soigner les remèdes du vieux duc. Personne ne le lui demandait. Elle le faisait parce que c'était son travail, et que le fait que le vieux duc ait mis une clause dans son contrat ne rendait pas sa digitale moins nécessaire à son cœur défaillant. Elle montait chaque soir, posait les plantes séchées sur la table de nuit de sa chambre, sans entrer, sans regarder, et elle redescendait. C'est une nuit de la semaine suivante que Raphaël entra dans la chambre de son père. Il ne savait pas pourquoi il y allait à cette heure-là. Peut-être parce que la lumière sous la porte l'avait arrêté dans le couloir, ou peut-être parce qu'il ne dormait pas et que le silence de la maison l'avait conduit là sans qu'il s'en rende compte. Il poussa la porte sans frapper. Le vieux duc était éveillé. Il était assis contre ses oreillers et il tenait dans ses mains la digitale séchée qu'Agathe avait laissée sur la table. Il ne regardait pas la porte. Il regardait la plante. Et il parlait. Pas à Raphaël. Il ne savait pas que Raphaël était là. Il parlait à quelqu'un d'autre, à voix basse, avec la voix de quelqu'un qui a attendu très longtemps pour dire quelque chose. « Je te devais la vie, Gaspard. Et je n'ai jamais su te le dire. » Raphaël ne bougea pas. Il resta dans l'encadrement de la porte, une main sur le bois, et il entendit son père confesser à un mort ce qu'il n'avait jamais dit à un vivant. Le vieux duc tenait la digitale comme on tient une lettre qu'on n'a pas envoyée. Il n'ajouta rien d'autre. Il n'avait pas besoin d'ajouter autre chose. Raphaël recula dans le couloir sans faire de bruit. Il ferma la porte. Il descendit les escaliers et traversa la cour dans le noir jusqu'à l'herbier. Agathe était encore là. Elle l'était presque toujours. Il s'assit en face d'elle et dit « Mon père parle à ton père. La nuit. Il tient la plante que tu lui as laissée. Il dit qu'il lui devait la vie et qu'il n'a jamais su le dire. » Agathe garda les yeux sur son travail un moment. Puis elle les leva. « Nu. Alors il sait ce qu'il a fait. Il l'a toujours su. » Il acquiesça. « Oui. »
Je veux qu'il soit amené devant l'herbier, dehors, dans la cour, devant les plantes qui descendent des semences de mon père, devant les domestiques, et je veux qu'il le dise. » Raphaël la regarda. « Il est mourant. » « Je sais. C'est pour ça qu'il faut que ce soit maintenant. » Le lendemain matin, la cour du domaine de Senneville ressemblait à ce qu'elle était tous les matins. La lumière oblique d'avril sur les pavés, la porte de l'herbier ouverte sur les rangées de plantes, l'odeur de terre mouillée et de romarin. Mais le fauteuil du vieux duc avait été sorti, et le vieux duc était dedans, emmitouflé dans une couverture de laine malgré le soleil, les mains sur les genoux. Chardin était là, Fèvre était là. Rosalie se tenait près de la porte de l'herbier. Madame Blanchard était à sa fenêtre du premier étage, et 2 domestiques s'étaient arrêtés dans le passage de service sans faire semblant d'aller ailleurs. Raphaël se tenait debout, à côté du fauteuil de son père. Agathe sortit de l'herbier. Elle avait travaillé depuis l'aube. Ses mains portaient les traces habituelles, le vert des pigments, la terre sous les ongles. Elle s'arrêta devant le vieux duc. Elle ne baissa pas les yeux. « Mon père s'appelait Gaspard Morel, » dit-elle. Sa voix portait dans la cour sans qu'elle l'élève. Il était apothicaire à Lyon. Il a été appelé ici en 1793, quand vous étiez mourant et que vos médecins avaient renoncé. Il vous a sauvé la vie avec un cataplasme de digital. Vous ne l'avez jamais payé. Vous n'avez jamais prononcé son nom dans cette maison. Et vous avez mis une clause dans mon contrat de mariage pour payer votre dette avec mon travail. » Le vieux duc leva les yeux vers elle. Ses mains tremblaient légèrement sur la couverture. « Oh, je lui devais la vie, » dit-il. Sa voix était vieille, usée, mais distincte. « Et je n'ai pas su le dire. »« Vous n'avez pas su, » dit Agathe, « parce que dire merci à un homme comme mon père vous diminuait. Un apothicaire de Lyon, un homme qui vend des plantes. Lui devoir la vie, ça ne rentrait pas dans l'ordre des choses tel que vous le compreniez. » Le vieux duc ne répondit pas. Il regardait Agathe, et dans ce regard, il y avait quelque chose qui n'était ni de la défense, ni de la colère. Quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose qui ressemblait à la reconnaissance tardive d'une vérité qu'on a passé 20 ans à ne pas regarder en face. Agathe se tourna vers Chardin. « Et vous ?» Elle fit un pas vers lui. 20 ans à gérer ce silence. 20 ans à tenir cette dette comme une ligne dans un registre de comptes qu'on maquille. Vous avez approuvé la clause la veille de la cérémonie. Vous avez offert de me payer pour que je parte. Comme si j'étais une créancière qu'on solde. Comme si mon père était une ligne qu'on efface. Chardin ouvrit la bouche. La referma. Vous avez dit que personne n'avait besoin de savoir, continua Agathe. Mais Rosalie savait. Fèvre savait. Et maintenant tout le monde dans cette cour sait. Elle se retourna vers le vieux duc. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit la digitale séchée. Celle qu'elle avait vue dans ses mains la nuit, dans sa chambre, quand il parlait à son père mort. Elle s'approcha du fauteuil et la posa sur ses genoux. « Oui, non, je ne. Mon père vous a donné ça. Gratuitement. Parce que c'est ce que font les gens qui guérissent. Ils ne comptent pas. Ils soignent et ils rentrent chez eux et ils font confiance à la parole des gens. » Elle retira sa main. « Vous avez compté. Vous avez compté pendant 20 ans. Et vous avez mis la note dans mon contrat. » Le vieux duc posa sa main sur la digitale séchée. Sa main tremblait, mais elle se posa. Raphaël se leva de l'endroit où il s'était tenu, debout contre le mur. Il s'adressa à Fèvre directement. « Le contrat est nul. Rédigez-en un nouveau. Sans clause, sans dette, et sans le nom de Chardin sur les documents de ce domaine. » Fèvre hocha la tête. Il avait l'air soulagé, d'une façon un peu pitoyable, comme quelqu'un qui attendait depuis longtemps qu'on lui dise quoi faire. Chardin ne dit rien.
Il ne dit rien parce qu'il n'y avait rien à dire. La complicité avait été nommée devant témoins, et les témoins étaient là, dans la cour, sous la lumière d'avril. Le silence qu'il avait géré pendant 20 ans venait de se retourner contre lui, et il le savait. Rosalie parla depuis le seuil de l'herbier. Madame Jeanne m'avait demandé de veiller sur Agathe quand elle ne pourrait plus le faire elle-même. Elle regarda le vieux duc, puis Chardin, puis Agathe. J'ai veillé. 26 ans, j'ai veillé. La cour était silencieuse. La lumière tombait sur les rangées de l'herbier, la digitale, la sauge, la mélisse, les plantes qui descendaient des semences que Gaspard Morel avait laissées dans cette maison sans jamais être remercié. Raphaël traversa la cour vers Agathe. Il s'arrêta devant elle. Ses mains à elle étaient encore tachées de vert. « Je n'ai pas parlé avant toi, » dit-il. Elle demanda « Pourquoi ?» « Parce que ta voix devait être la première qu'ils entendent, aujourd'hui. » Elle le regarda un moment, le regardait vraiment, avec cette attention qu'elle portait aux choses qu'elle étudiait, sans détourner les yeux. Puis elle leva les mains et les posa de chaque côté de son visage, et elle l'embrassa, lentement, décidément, comme on pose une plante dans la terre, avec la certitude de ce qu'on fait. Ses mains laissèrent des traces de pigments verts sur sa joue, 2 empreintes légères, et quand elle recula, il les avait encore. Les marques vertes sur la peau, la première fois qu'Agathe Morel avait marqué quelque chose qui lui appartenait. Le vieux duc mourut 5 jours plus tard. Sur sa table de nuit, il y avait la digitale séchée. Agathe entra dans la chambre après qu'on l'eût prévenue. Elle s'approcha de la table. Elle prit la plante, délicatement, comme on prend quelque chose de vieux et de fragile. Elle descendit à l'herbier, ouvrit la porte, alla jusqu'à la rangée du fond, et la remit dans la terre. Pas dans un cadre, pas sous verre. Dans la terre, avec les autres, là où les racines pouvaient travailler. Le printemps avança, l'herbier fut agrandi, un nouveau carré à l'est, creusé dans la semaine qui suivit les funérailles, avec de la terre fraîche apportée du bas du domaine. Un matin de la fin avril, Agathe et Raphaël plantaient côte à côte une rangée de digitales, à genoux dans la terre. Elle lui avait montré comment espacer les plants, 2 paumes entre chaque, pas plus. Ils travaillaient avec l'application d'un homme qui fait quelque chose pour la première fois, et qui veut bien faire. Mais ils plantaient mal. L'angle de la racine trop vertical, la motte trop haute. Agathe prit son poignet et le guida sans le lui dire d'abord. Puis, plus profond, et incline la racine vers l'est, sinon elle ne tiendra pas l'hiver. Il recommença. Cette fois, c'était juste. Ils travaillèrent ainsi jusqu'à ce que la rangée soit complète, et la lumière d'avril était sur leurs épaules, et sur la terre retournée entre eux. Le ventre d'Agathe se voyait maintenant sans ambiguïté. Une rondeur tranquille sous le tablier. Une présence qui n'avait plus besoin d'être cachée ou expliquée. Dans le cahier de travail de l'herbier, un cahier ordinaire, cartonné, avec les pages cornées par l'usage, Agathe avait inscrit à la première page de la section digitale. Digitalis purpurea. Gaspard Morel, 1793. En dessous, de la main de Raphaël. L'encre encore fraîche. Jardin agrandi par Agathe Morel, avril 1813. Son nom. Dans le registre de travail. Pas sur une plaque, pas sur un mur. Dans le cahier où on notait les semences, les dates, les conditions du sol. Dans la pratique quotidienne du domaine. Là où les choses qui comptent vraiment sont toujours consignées. Madame Blanchard traversa la cour avec un plateau. Elle s'approcha de l'herbier, posa 2 tasses sur la table en bois près de l'entrée et repartit sans rien dire. Elle n'avait pas demandé si c'était nécessaire. Elle n'avait pas commenté. Elle avait posé les tasses et était sortie. Et c'était peut-être la façon la plus juste de dire, sans le dire, que les choses avaient changé dans cette maison. Que quelque chose de vieux
et de honteux avaient été nommés et que maintenant, on pouvait recommencer. Agathe s'essuya les mains sur son tablier et alla prendre les 2 tasses. Elle en tendit une à Raphaël. Il était encore à genoux dans la terre, regardant la rangée de digitales qu'ils venèrent de planter, 20 plants, réguliers, inclinés vers l'est. Elle s'accroupit à côté de lui, les 2 tasses entre eux, et ils regardèrent ensemble les plantes dans la lumière. Il n'y avait rien à dire que le travail n'avait pas déjà dit.